De toute façon, qu'on en entendait parler. Merci beaucoup. Monsieur le député de Rosemont, pour une période de 9 minutes 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour d'abord. Content de vous revoir. Bonjour à Madame la ministre et votre équipe et les collègues de l'opposition. Juste pour clore le précédent chapitre qui a secoué l'Office de profession du Québec, Madame de Rome, je comprends qu'elle a démissionné. Est-ce qu'elle est partie avec une indemnité? Elle a démissionné, donc je ne connais pas la nature exacte de son contrat, mais elle doit, j'imagine, bénéficier des indemnités qui sont afférentes à une démission, le cas échéant. Et le secrétariat des emplois supérieurs sera plus à même de vous répondre à cette question-là. Moi, je ne me suis pas occupée de cette question-là. Il y a eu effectivement plusieurs allégations, dont celle qu'on a commencé à discuter avec mon collègue de l'Acadie, là, sur, bon, il y a une lettre anonyme qui était au courant de l'été 2024, je ne vais pas me tromper dans les dates, là. 2024, on a demandé plusieurs vérifications et plusieurs entités ont été sollicitées, donc protecteur du citoyen, secrétariat des emplois supérieurs, commission de la fonction publique, parce qu'il y avait une multitude d'enjeux là, qui étaient allégués dans cette lettre-là. Donc, nous, proprement, on a envoyé les informations nécessaires aux entités qui sont chargées de faire les diverses vérifications dans les différents domaines. Ouais. Et je pense que c'est en février, j'ai pas la date, je l'ai quelque part, mais je pourrais vous la trouver, 2025, où il y a eu une lettre des différents syndicats alléguant un climat toxique. Je reprends leurs mots. Non, mais je veux juste savoir, j'ai suivi l'histoire. Okay. Mais pour le contrat particulier de Madame de Rome, ce sera les emplois supérieurs qui pourront vous répondre. Mais si elle avait des clauses particulières sur une démission dans son contrat, mais le contrat a dû être respecté. Là. Député de Rosemont. Merci, M. le Président, mais ce qui ne s'agit pas, je comprends que c'est une démission. Là. Oui. C'est pas un congédiement, donc on ne peut pas parler d'un congédiement pour cause. Non, c'est une démission. Démission pour cause, ça fait pas pareil? Bien, c'est une démission. Elle a démissionné. Okay. Est-ce que Mme Ellinger, bonjour, Maître Ellinger d'abord, bonjour, bienvenue, bonne chance. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le départ de votre prédécesseur? Est-ce qu'il y aurait consentement? Bien sûr. Le consentement? Alors, oui, allez-y, d'abord vous identifier, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour, Mélanie Ellinger, présidente de l'Office des professions du Québec. Merci, Mme la ministre. Bonjour, messieurs les députés. En ce qui concerne la démission de Mme de Rome, j'ai appris les informations via les médias, à l'instar de bon nombre d'entre vous. Ce que je peux vous dire, pour avoir été au Conseil exécutif, c'est que dans les conditions de travail des titulaires d'emploi supérieur, il y a effectivement des clauses, dont la démission et l'allocation de transition qui est prévue n'est versée que lorsque la personne a complété l'entièreté de son mandat. Donc, dans le contexte, étant donné qu'il s'agit d'une volonté de sa part de quitter en cours de mandat, normalement, selon l'application des conditions applicables aux titulaires d'emploi supérieur, il ne devrait pas y avoir d'allocation de transition de verser. Mais comme Mme la ministre l'a mentionné, c'est vraiment le Conseil exécutif qui pourrait vous le confirmer. À contre-vérifier que les emplois supérieurs. OK, je comprends bien. Merci pour la réponse. Madame la ministre, M. Rodrigue, lui, qui n'a fait qu'un tour... Juste répéter parce que j'ai mal entendu la première partie. Bien sûr. M. Rodrigue, qui n'a fait qu'un tour, est-il toujours dans le giron gouvernemental? Il est retourné à l'emploi précédent quand il a été, bon, vous le savez, nommé un mercredi, là, parce que les nominations se font un mercredi. Et le lendemain, compte tenu des circonstances qui découlaient là, de toute, je vais dire, la saga SACLIC qui est toujours en cours, mais qui, bon, il y avait l'enquête à l'AMP, bon, tout ça. Il a préféré se retirer le lendemain matin et il est retourné dans ses anciennes fonctions, là, qui étaient, je pense, présentement, il est, je ne sais pas où il est honnêtement. Le secrétariat des emplois supérieurs s'en occupe, mais il est retourné dans ses anciennes fonctions. Là. Okay. Je pourrais vous trouver l'information, c'est simplement parce que je ne l'ai pas sur le bout des doigts. Là. Super. Le temps file, il me reste essentiellement 2 ou 3 sujets. D'abord, peut-être, Maître Ellinger, vous héritez d'une organisation, en tout cas, vous arrivez à la tête d'une organisation qui a été pas mal secouée par plusieurs problèmes. Je ne vous l'apprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait dans les premiers jours de votre mandat, puis maintenant, pour rétablir là, rapidement, faites-moi pas le plan au complet parce qu'on va brûler les 6 minutes qui me restent, là, mais qu'est-ce que vous avez fait dans l'ordre pour rétablir l'ordre, justement? Oui. Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait un premier tour de roue pour rencontrer mes équipes, être capable d'identifier les principaux enjeux qui étaient rencontrés. À l'instar des autres organisations, de façon générale, toute organisation a des défis.
on avait effectivement des enjeux de surcharge de travail en lien notamment au nombre de demandes qui rentrent à l'Office, des enjeux peut-être au niveau des canaux de communication qui n'assuraient pas la meilleure fluidité dans les informations et qui pouvaient amener aussi une certaine démobilisation du personnel. On a des enjeux aussi de délai inhérents au traitement des nombreux dossiers. Et je vous dirais des enjeux, comme Mme la ministre les a exposés tout à l'heure, au niveau de la gestion contractuelle, financière, humaine. Alors, on a déjà commencé à établir un plan d'action concret avec des étapes, je vous dirais séquencées, pour reprendre tout ce qui s'appelle traitement réglementaire, demande d'encadrement, actualisation des lois. Donc, on veut reprendre sans restriction tout le volet que le législateur nous confie. Au niveau des contrats, tous les contrats sont actuellement scrutés pour nous assurer de respecter les encadrements applicables. On a défini des lignes de conduite. Du côté, effectivement, du rapport annuel de gestion, il y a déjà un plan d'action qui est mis en place pour que le rapport soit, encore une fois, déposé dans les délais prescrits suivant le calendrier réglementaire. Et, oui. Et du côté, effectivement, là, je vous dirais, de la gouvernance de l'Office, on parle beaucoup de modernisation du système professionnel, mais l'Office doit être au cœur de cette modernisation-là et on a à réviser et renouveler nos façons de faire. Donc, j'ai initié une tournée auprès des partenaires pour comprendre les besoins, être capable, effectivement, de vous revenir avec éventuellement quelque chose qui est réaliste. Merci beaucoup. Monsieur le député de Rosemont, s'il vous plaît. Très bien, Madame Maître Ellinger. On va suivre ça de près. Madame la ministre, rapidement, il me reste peut-être le temps pour un sujet. Je ne parle pas assez fort, hein, ou non, c'est moi. Non, je ne parle pas fort en général. Les vétérinaires. On en a parlé ici, je ne vous referai pas le topo, je n'ai pas le temps, mais ce que vous m'aviez dit essentiellement ici en période de questions, c'est que l'Ordre a en ce moment tout en main. Eux disent non. On va faire court, là. Moi, je me suis entretenu avec eux. Vos équipes s'entretiennent avec eux. Eux disent non parce que nous, on vise les vétérinaires, pas les propriétaires, souvent étrangers et parfois étranges, et assez loin aussi de la gestion. Alors, l'Ordre voudrait avoir les moyens d'aller au-delà de simplement leurs membres, là, les gens de l'Ordre, qui sont souvent victimes eux-mêmes de pratiques douteuses. Alors, moi, je vous soumets qu'il y a une distance entre ce que vous dites et ce qu'ils disent. Je ne dis pas que vous avez tort, je dis juste qu'eux disent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut et ils en sont désolés. On peut-tu trouver une façon de régler ce problème-là? Parce qu'il y a des clients qui se font avoir, il y a des vétérinaires qui ne sont pas heureux. J'ai le même constat que vous sur ce qui se passe sur le terrain. Je ne parle pas de l'Ordre, je parle des clients, okay? Des patients, si on veut, là, les propriétaires de patients. Donc, même constat. Sauf que je suis en total désaccord avec l'Ordre. Je pense que l'Ordre doit faire ce qu'elle a à faire et assumer son travail, ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas dans le cadre de la modernisation si on n'est pas capable d'ouvrir et d'avoir d'autres outils pour permettre aux ordres, parce que c'est pas un fait qui est unique à l'Ordre des vétérinaires, de voir aux ordres une meilleure capacité d'intervention. Ceci étant dit, ça ne dispense pas l'Ordre de faire son travail, et c'est le vétérinaire, j'en demeure convaincue comme professionnel moi-même, qui est responsable de l'environnement dans lequel il travaille. D'ailleurs, dans le dernier projet de loi, 67, je pense qu'on a fait ensemble le numéro, 67. On a mis, entre autres, la possibilité de faire des OBNL, justement pour permettre aux vétérinaires d'exercer dans un climat ou dans un environnement qui permet d'offrir des services encore plus abordables à la population. Donc, je demeure convaincue de ma position. D'ailleurs, l'Office travaille présentement avec l'Ordre pour l'accompagner, pour l'aider à déployer ses outils. Mais je veux vous dire qu'on continue également la réflexion dans le cadre de la modernisation pour voir est-ce qu'on peut, pour tous les ordres professionnels, avoir une meilleure capacité dans ce genre de circonstances-là d'intervention. Mais il faut passer par la base, les outils présents. 15 secondes, Monsieur le député. Bien, il y a des vétérinaires qui se font dire par leur propriétaire multinational, là, par exemple, un traitement de pouls, c'est 1000 $. Ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne le font pas, ils se font taper ses doigts par leur propriétaire. Alors, l'Ordre n'a pas action sur les propriétaires. Action sur le vétérinaire. Merci beaucoup, Monsieur le député de Rosemont.